Deux sentiments, hein, triste et en colère. Triste parce qu'il y avait une opportunité assez historique en réalité, presque de faire un hold-up et d'exclure l'extrême droite du deuxième tour. Et par ailleurs, d'ouvrir malgré tout un espoir d'alternative, d'émancipation. On aurait vu ce qui se serait passé. J'ai pas de confiance absolue en Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise, etc. Mais malgré tout, il y avait quelque chose de tout à fait intéressant dans ce programme, dans la politique qui a été développée, de rupture avec les politiques néolibérales, autoritaires, productivistes, racistes, etc. Et on n'aura pas ça. Donc forcément, je suis triste. Mais je suis en colère parce que il y a eu des appareils politiques qui n'ont pas joué le jeu qu'ils auraient dû jouer au cours pas simplement au moment du vote, au moment des 6 derniers mois, où il y avait, à mon sens, nécessité d'un front uni contre le fascisme, contre le macronisme aussi, néolibéralisme autoritaire, et ils n'ont pas été au rendez-vous. Alors je pense en particulier au Parti communiste, parce que le Parti communiste a été allié à Jean-Luc Mélenchon et à la France Insoumise en 2017, ils étaient aussi alliés en 2012, et il était absolument naturel, y compris en termes de proximité de programme, que en réalité le Parti communiste parte avec la France Insoumise. Mais je pense aussi au NPA, qui aurait tout à fait pu défendre la politique d'un front uni contre le fascisme et contre le néolibéralisme autoritaire à cette occasion, et ça aurait été un pas en avant pour les classes populaires, en particulier pour ceux et celles qui se prennent la répression en permanence, qui se prennent le racisme au quotidien. Voilà, ça aurait été un bon point d'appui pour aller plus loin vers des politiques émancipatrices, et on aura manifestement, on n'aura pas ça. On a le désastre d'un duel entre la candidate néo-fasciste et le fascisateur, comme dit Frédéric Lordon, celui qui a œuvré à des processus au cours des dernières années de fascisation. Est-ce que vous savez déjà ce que vous ferez le dimanche prochain, vous ? Avec beaucoup de rage et de haine, je le dis, vis-à-vis de Macron et de tout ce qui a été fait au cours des 5 dernières années, j'irai voter Macron pour écarter le danger immédiat que représente, à mon sens, et le danger immédiat est plus grand, de fait, que représente pour les personnes étrangères, pour les minorités ethno-raciales, sexuelles, de genre, pour les droits démocratiques, syndicaux, de faire grève, des mobilisations sociales, etc. Voilà, moi, je pense qu'il faut écarter le danger immédiat et s'occuper dès le lendemain de l'élection de Macron et construire une opposition dans la rue et aux législatives à Macron et à l'extrême droite. J'entends tout ce qui est dit et je pense que de toute façon la stratégie de la culpabilisation, du chantage, etc., c'est à proscrire absolument. Ouais. Il faut discuter, argumenter, etc. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. Mais je pense que par ailleurs, beaucoup de gens qui ne vont pas aller voter et ne feront pas barrage à l'extrême droite seront dans les luttes sociales, dans l'après. Donc il ne faut pas. Il y a un après, il n'y a pas que les élections. C'est ça que vous dites vous aussi. Voilà, mais il ne faut pas escamoter le débat actuel. C'est un débat important. Je pense qu'il faut argumenter, échanger des arguments, etc. Et pour autant savoir que on aura à faire front. D'une certaine manière, quelle que soit la configuration au sortir du second tour. Voilà, moi je me sens pas particulièrement fort d'aller mettre un bulletin Macron. Effectivement, j'ai peut-être une conception ou une personne très rationnelle disons. C'est d'autant plus compliqué qu'il dit ceux qui vont voter pour moi, ils adhéreront à mon projet. Il continue à dire ça dans ce moment-là. Oui, mais ça ne change rien. De toute façon, même s'il ne le disait pas, il ferait, dans toutes les configurations, il fera la politique qui est la sienne, c'est-à-dire celle du néolibéralisme autoritaire, et donc qui implique toujours plus de restrictions des libertés, etc. Je veux dire, moi, je ne me suis jamais fait d'illusions sur le fait que, je veux dire, prenons Chirac en 2002, s'il n'avait pas eu 82% des voix, s'il avait eu 60%, je pense qu'il aurait fait exactement la même politique au sortir de l'élection. Je pense que ça n'entre absolument pas en jeu, y compris le taux d'abstention n'entre pas en jeu. Aux États-Unis, ça fait très longtemps qu'il y a des taux d'abstention énormes, avec quelques variations. Par exemple, la première élection d'Obama, il y avait eu une plus forte participation, mais globalement, c'est des niveaux de participation qui sont très faibles. Ça n'empêche pas qu'il y ait des présidents qui mènent des politiques qui sont en grande partie néfastes à une grande majorité de la population. Le taux d'abstention en soi ne délégitime pas nécessairement, en tout cas n'empêche pas de gouverner ceux qui sont élus. Donc en fait, je pense pas que ce soit une solution. Je comprends que ça puisse être perçu comme une solution, le vote blanc ou l'abstention, mais d'abord, ils ne feront jamais en sorte que le vote blanc puisse invalider une élection. Donc si vous voulez... Donc vous ne croyez pas exactement au pari de Priscilla. Non, voilà, mais c'est
un pari que je comprends. Et je comprends cette tentation, effectivement, de s'extraire d'un jeu qui est pourri jusqu'à la moelle. Je veux dire, ce jeu qui nous oblige à choisir entre deux mots. Ce sont deux mots. Voilà. Mais je ne pense pas que l'abstention ou le vote blanc soit la bonne réponse. Je pense qu'il faut écarter le danger immédiat et s'occuper de Macron dans la foulée. Les arguments du vote Le Pen, vous en avez parlé, Marwan Mohamed, notamment l'idée de dire on verra bien, si ça se trouve, ce sera pas si pire, si ça se trouve, on pourra faire table rase. Il y en a d'autres. Marine Le Pen, on l'a jamais testé. J'ai un peu listé ce qu'on lit un peu, sur Twitter notamment, sur les réseaux sociaux, sur parfois nos commentaires sur Mediapart. 5 ans, en fait, c'est pas si long. Elle aura la majorité aux législatives de toute façon. Elle aura pas la majorité aux législatives de toute façon. Je vote Le Pen. Alors des votes stratégiques. Je vote Le Pen, mais après je vote contre elle aux législatives. Bon, bref, toutes sortes de calculs et de gamberges. Vous, c'est quoi les réponses sur cette tentation-là? Il y a longtemps eu aussi l'argument selon lequel elle ne sera jamais élue. Ouais. Il y a encore quelques personnes qui le tiennent, mais c'est plus tenable. Et par ailleurs, je pense qu'on me rigolait un peu au nez qu'il y a 5 ans quand je disais 18% en 2002, 34% au deuxième tour, combien en 2022. On en est là. Je veux dire, aujourd'hui, elle est testée à 48, 49%. Je ne sais pas ce qu'elle fera, peut-être qu'elle fera moins, etc. Mais en tout cas, l'extrême droite est aux portes du pouvoir ici, en tout cas maintenant et dans les années à venir, si notamment rien n'est fait, s'il n'y a pas d'alternative qui se lève. Alors après, il y a d'autres arguments, effectivement. Il y a celui de la majorité législative. Moi, je ne crois pas du tout, c'est pas une certitude, mais je ne crois pas du tout qu'il soit interdit qu'ils aient une majorité à l'Assemblée, pour diverses raisons. D'abord, il y a une prime aux gagnants présidentiels à chaque fois. Ensuite, la victoire de Marine Le Pen constituerait, et ça vaut aussi pour un autre argument qui est tout le monde se soulèverait, ce serait une défaite pour notre camp social et pour les organisations du mouvement social, etc. Et une défaite, ça produit presque toujours de la démoralisation, de la démobilisation, de la désorientation, de la division aussi, qui fait que je doute très fort, comme Marwan l'a dit, qu'il y aurait une espèce de révolte, de soulèvement immédiat si Marine Le Pen était élue. Je pense qu'il faudrait essayer de l'organiser. Je veux dire, il faudrait essayer d'organiser des mouvements, mais on se heurterait à, je crois, un sentiment de démobilisation et de démoralisation qui ferait que ce serait difficile. Sur l'argument des législatives, il y a un autre élément qui va entrer en jeu, c'est que des pans entiers de la droite chercheraient sans doute à sauver leur peau en faisant des alliances avec le RN, avec Marine Le Pen, en essayant de négocier des places, y compris de ministres. Je veux dire, tous les gouvernements d'extrême droite au XXe siècle, dans l'entre-deux-guerres par exemple, étaient des gouvernements qui ont été donc dominés par les nazis en Allemagne ou les fascistes en Italie, etc., ou au Portugal les saladaristes. Il y avait une majorité de ministres de droite et quelques ministres régaliens qui étaient tenus par l'extrême droite. Donc ils avaient les coups des franges pour faire ce qu'ils voulaient, mais ils avaient réussi à négocier des alliances avec des secteurs importants du patronat, avec des secteurs importants de la droite, avec l'Église catholique en Italie, avec ce qui a été puissant dans ces sociétés. Donc n'imaginons pas que d'un seul coup, parce que son élection mettrait tout le monde dans la rue, etc. Et il y a un autre argument, c'est la Constitution où les institutions vont l'arrêter. Là encore, elle dit qu'elle veut la changer, justement. Oui, voilà, mais l'expérience historique, par ailleurs, il faut regarder l'histoire. L'expérience historique montre que ça n'a jamais été le cas. La Constitution n'a jamais protégé du fascisme. Enfin, il y a des résistances. Il y aura des résistances institutionnelles, comme il y en a au Brésil à ce que Bolsonaro cherche à faire, aux États-Unis vis-à-vis de Trump, etc. Mais voilà, je pense que la difficulté pour nous, pour argumenter, c'est que les gens ont la certitude de ce que fera Macron. C'est une politique brutale, une politique de destruction sociale, environnementale, démocratique, donc en continuant le tournant autoritaire, le cours autoritaire de sa politique, mais il y a une incertitude vis-à-vis de Le Pen. L'incertitude sur ce qu'elle fera, puisqu'elle n'a pas été au pouvoir au niveau national. Et c'est là qu'il y a que quelque chose s'infiltre dans l'esprit des gens. C'est finalement peut-être que ce sera pas si pire, donc pourquoi aller voter? Bon. Or, moi je crois que si on regarde les programmes, mais surtout si on est en tête que le projet de l'extrême droite n'est jamais intégralement dans le programme. Ça n'a jamais été le cas. L'extrême droite ne dit jamais explicitement, avant d'être au pouvoir, ce qu'elle fera de ce pouvoir. Évidemment, puisque son projet est profondément antidémocratique, son projet vise à s'attaquer très brutalement et encore beaucoup plus brutalement que tous les gouvernements successifs aux minorités, aux exilés, etc. Donc ils ne vont pas dire ce qu'ils feront dans le programme. Et déjà, dans le programme, il y a des choses évidemment absolument scandaleuses et auxquelles on devrait s'opposer fermement, mais tout le projet n'est pas dans le programme. Ils feront, et notamment, il y a quelque chose que des historiens, notamment du nazisme, ont évoqué, c'est il y a avec l'extrême droite presque à chaque fois des spirales de radicalisation cumulative.
À un moment, ils se retrouvent face à des crises sociales, politiques. Pour gérer ça, qu'est-ce que vous croyez qu'ils vont faire? Ils vont accentuer au maximum, notamment la logique du bouc émissaire. S'ils sont face à des mouvements sociaux, ils iront encore plus loin, beaucoup plus loin, en sachant qu'ils ont en plus les appareils de répression de l'État. Je veux dire, la police dans la main. 80% des policiers quand ils étaient sondés il y a quelques mois, s'apprêtaient à voter pour le Front National. Donc voilà, n'ayons pas d'illusions sur ce que signifiera un pouvoir politique dominé par le Front National ou le Rassemblement National, mais c'est pareil, dans la période qui vient.
vous avez, je crois, le lendemain du premier tour, lundi, dit deuxième tour, ni Macron ni Le Pen. Je ne vote pas, pour une personne qui a mutilé des gens et nous a traités comme des moins que rien pendant 5 ans, ça c'est pour Emmanuel Macron. Je ne vote pas non plus pour une personne qui considère que mon lieu de vie est une zone de non-France, ça c'est Marine Le Pen. Pourquoi cette décision et vous avez dit aussi, la solution, c'est se plier au vote barrage, finalement, dont on parle là. C'est de la politique à l'ancienne. Je crois qu'il faut appeler à voter blanc et faire invalider le deuxième tour après. C'est ça, faire barrage. Alors, vous me direz après comment vous faites invalider le deuxième tour. Mais pourquoi là, voilà, Hugo Paletta vous dit il y a une menace imminente, plus importante que l'autre. Vous répondez ça à quoi? Et qu'est-ce qui motive cette décision de s'abstenir ou de voter blanc? Je pense que c'est assez compliqué, la configuration actuelle, d'avoir Macron et Le Pen l'un en face de l'autre. C'est le même sketch qu'en 2017, mais là avec un contexte différent où pendant 5 ans, au-delà de casser certains conquis sociaux, ou en tout cas de commencer à bien les casser, il y a eu toute cette répression dans le mouvement des Gilets jaunes et difficile pour moi de voter pour une personne qui n'a toujours pas reconnu cette faute. On est quand même dans un pays qui a été classé pour la 2e fois consécutive comme démocratie défaillante. Compte tenu du recul des libertés individuelles auquel Emmanuel Macron a contribué, mais ce n'était pas le seul, il y a eu des personnes avant lui, mais il a quand même bien poursuivi la mission en question. Et à côté de ça, même si beaucoup dans la classe politique opposante, mais pas que, dénonçaient certains reculs de ces libertés, il n'y a pas eu pour moi de volonté de vraiment changer les choses en forçant un peu le destin. Et c'est un peu ce que je dis dans le deuxième tweet, en fait, l'idée de dire, pour moi, il y a plusieurs niveaux de responsabilité, ou en tout cas plusieurs façon de se responsabiliser dans la classe politique. Il y a à la fois toute la gauche qui a fait de la politique à l'ancienne, en se tapant les uns sur les autres, en critiquant la démarche de la primaire populaire par exemple, en avançant chacun de son côté, et on se rend compte que si on additionnait un peu leur score, ils seraient au 2e tour. Donc il y a pour moi cette responsabilité de la gauche, et ensuite la responsabilité de toute la classe politique qui s'est laissé faire face à un président qui a refusé de débattre, qui a refusé de faire en sorte que la population se forge une opinion critique sur son mandat. Alors oui, on m'a souvent opposé, il y a la guerre en Ukraine, donc en fait il était occupé ailleurs, mais dans ce cas-là il ne se présente pas. Enfin, on ne peut pas en fait dire on se présente et ne pas vouloir avoir en face de débats contradictoires. Donc c'est le refus du débat notamment qui pèse dans cette décision. Le refus du débat, c'est une chose. Tout ce qui s'est passé pendant 5 ans évidemment, encore plus ce qui s'est passé pendant le mouvement des Gilets jaunes. Et oui, tout ça compte en tout cas dans le fait que je ne vais pas voter pour Macron. Enfin, qu'est-ce que je dirais aux personnes qui ont été mutilées, que j'ai croisées il y a déjà 2 semaines dans la manif des mutilés? Enfin, c'est quand même catastrophique que ces personnes n'aient pas été reconnues comme étant des victimes. Bon, ça, c'est une chose. Et après, Marine Le Pen, alors, il y a quand même une petite chose positive, malgré tout, dans tout ce scénario noir, c'est quand même la force avec laquelle l'extrême droite a essayé de gangréner les Outre-mer par différentes stratégies politiques, en utilisant la carte de l'immigration et la crainte de ne pas retrouver du travail parce que ce serait la faute des autres qui arrivent sur le territoire. Ce discours-là, elle le martèle depuis très longtemps, et pendant le mouvement des Gilets jaunes, ces militants ont été vraiment très rudes sur le sujet à La Réunion, en Guadeloupe et en Martinique. Et de voir qu'au premier tour, ça a été largement inversé cette tendance et que finalement, ils ont voté beaucoup plus à gauche que pour Marine Le Pen, c'est rassurant pour la suite des luttes. Mais non, je ne peux pas non plus voter pour Marine Le Pen pour toutes les raisons qu'on connaît déjà à son sujet. Mais voilà, je ne peux pas me résoudre à voter ni pour l'un ni pour l'autre. Et je ne me considère pas comme responsable. Parce que ceux que je considère comme étant responsables de ça, ce sont les politiques. Donc peut-être qu'il y a une co-responsabilité implicite dans le choix de ne pas voter ou de voter blanc, mais quand je dis en fait ils auraient dû faire front uni pour ensuite faire invalider ce vote, c'est parce qu'il y a eu cette faute démocratique de ne pas débattre, qui peut en tout cas justifier pour moi qu'à un moment donné, quand on refuse aussi de reconnaître le vote blanc, ce qu'il est, faire en sorte que toute la classe politique de gauche et ceux qui aussi seraient contre le fait qu'ils n'aient pas voulu participer à un débat, c'est peut-être faire jurisprudence entre guillemets en faisant reconnaître de force le vote blanc en y allant au 2e tour. Mais bon, c'est un acte militant, politique militant. Quoi. En fait, vous vous dites, il faudrait énormément d'abstention, énormément de vote blanc, ça pourrait susciter quelque chose. Avec les mobilisations de front de tous les mouvements politiques, avec la société civile, je me dis pourquoi pas. Alors oui, c'est un pari, c'est vrai.
il y a peut-être dans l'acte de voter chez moi, à titre personnel, quelque chose de très détaché. J'essaie d'y mettre le moins d'affect possible, j'essaie d'être le plus utilitaire possible et j'aimerais bien y mettre de l'affect, de la conviction, mais ça fait très très longtemps que les gens de ma génération et que les gens de ma condition ont peu d'occasion d'avoir ces espèces d'élan de conviction par rapport à l'offre politique qui est proposée. Et donc j'ai développé, mais je ne suis pas le seul, une espèce de pragmatisme qui consiste à dire que on prend les situations telles qu'elles sont et on essaie de prendre la meilleure décision par rapport à la situation telle qu'elle est. Et la situation telle qu'elle est, c'est que dans quelques semaines, il y aura un président de la République ou une présidente de la République qui s'appellera Emmanuel Macron et ou Marine Le Pen. Qu'ils ont des programmes qui ne sont pas les mêmes. Que je partage toutes les critiques qui ont été posées par mes collègues et des personnes autour de la table autour de la politique extrêmement dommageable et néfaste menée par Emmanuel Macron et sa responsabilité directe, lui et les gouvernements qui l'ont précédé dans la montée et dans le fait que l'extrême droite et que le fascisme aujourd'hui soit à 2 doigts, à 2 pieds, à quelques centimètres de l'Élysée. Ils ont une responsabilité historique, mais il faut faire avec. Il faut faire avec, et pour moi, ayant relu les programmes, je pense que j'avais pas besoin de les relire, mais quand même, je suis parti relire les programmes, contrairement à ceux qui disent que c'est la même chose, c'est pas encore la même chose. Qu'est-ce qui différencie? Qu'est-ce qui est fondamentalement différent alors pour vous? Alors 3 choses pour aller... Sachant que plein de gens y mettent un trait d'équivalence, justement, c'est ce que vous dites, Priscilla. Bien sûr, sur les politiques d'immigration et d'accueil, la politique à l'égard des personnes étrangères, des immigrés, des demandeurs d'asile, des réfugiés, elle n'est pas du tout la même. On n'est pas du tout au même niveau de contrainte et de fermeture du côté d'Emmanuel Macron par rapport à Marine Le Pen sur la question de la préférence nationale qui est au cœur du projet de Marine Le Pen, qu'elle a un peu maquillé pendant cette campagne. Elle l'a un peu caché pendant cette campagne. Elle ne le cache pas tant que ça. C'est la matrice même du projet de Marine Le Pen, cette question de la préférence nationale qui consiste à conditionner un certain nombre de droits, d'aide sociale notamment, à la nationalité ou à la citoyenneté, etc. D'aide sociale, d'accès au logement, de beaucoup de choses en fait. Et donc quand on a appelé à voter Mélenchon avant le premier tour, en tout cas quand j'ai signé cet appel, on s'en mêle pour appeler à voter Jean-Luc Mélenchon au premier tour, j'ai pris en compte le contexte, j'ai pris en compte le programme. Alors bien sûr, il est beaucoup plus attractif que celui qui est proposé par Emmanuel Macron, ça n'a strictement rien à voir, mais aujourd'hui on doit faire avec ce deuxième tour, avec Emmanuel Macron et Marine Le Pen, et on ne peut pas s'extraire. C'est-à-dire que je peux comprendre la volonté de mettre tout ça à distance, mais c'est pas possible de s'extraire. Dans mon entourage, il n'y a pas beaucoup de monde qui pose sur la table l'hypothèse de voter Marine Le Pen. Mais après, c'est des effets d'entourage, de proximité sociale, raciale, etc. Non, par contre, si c'est pour exprimer sa colère à l'égard d'Emmanuel Macron, il est possible de ne pas se rendre aux urnes, de voter blanc, de voter nul. Il y a d'autres manières d'exprimer son refus d'Emmanuel Macron que de donner de la force à Marine Le Pen. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, j'entends aussi cette petite musique de il faut tout brûler et puis ça ira mieux demain. Et ça, c'est quelque chose quand même qui est une petite musique que j'entends, y compris chez les cibles principales de la politique et du programme de Marine Le Pen. Faire table rase, une bonne grosse crise, et ensuite on verra. Exactement, je pense que c'est une illusion. C'est une illusion. Pourquoi c'est une illusion? Parce que j'ai l'impression que les gens fantasment les capacités révolutionnaires de ce pays. Mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être. Mais j'ai l'impression que les gens fantasment les capacités révolutionnaires de ce pays, qui fantasment les capacités de mobilisation et de lutte sur la durée, et ils fantasment également les capacités de mobilisation des corps intermédiaires ou des institutions de ce pays pour faire barrage à un projet fasciste. Donc, je pense que c'est prendre un énorme risque que de vouloir jouer la carte de la terre brûlée. Et puis quelque chose d'autre que je voudrais dire, c'est que
Tout à l'heure, vous l'avez dit, en fait, les Antilles, enfin les départements et territoires outre-mer et les quartiers populaires ont montré l'exemple. Ont voté massivement pour le candidat de Jean-Luc Mélenchon. Ils ont posé quelque chose qui me paraît extrêmement important, dont on ne parle pas ici, on est focalisé sur le vote ou pas le vote, mais le vote n'est qu'une étape dans ce qui va se passer les prochaines semaines et les prochains mois, les prochaines années. C'est qu'une étape, le vote c'est juste qu'une étape, c'est qu'un moyen de mobilisation, un moyen d'action qui est extrêmement contraint avec des dilemmes douloureux. Mais il y a quand même un élan qui s'est créé. Il y a une offre politique qui s'est installée et une offre politique qui est intéressante. Aujourd'hui à gauche, il va être extrêmement compliqué, et là le vote Mélenchon l'a montré, de mener et de construire une offre politique qui mette de côté les questions sociales, les questions de redistribution de richesses, des questions de justice fiscale, etc., qui mettent de côté les questions écologiques également, qui ont été très présentes dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, mais qui mettent également de côté la question des violences policières, la question du racisme, la question notamment de l'islamophobie, parce que le vote Jean-Luc Mélenchon, c'est un vote qui est un vote complexe, pluriel, mais c'est aussi un vote de dignité pour beaucoup de Françaises et de Françaises de ce pays qui se font insulter du matin au soir, de janvier à décembre. Et donc, je pense qu'il faut aussi avoir en tête qu'il y a les élections législatives, il va y avoir les luttes, elles ont déjà commencé, un certain nombre d'universités aujourd'hui de campus sont bloquées, pas seulement la Sorbonne, il y en a d'autres.